Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, contribution professionnelle unique, CPU et sécurité sanitaire. Tout d'abord, zoom sur l'une des réformes phares proposées dans le projet de loi de finances 2021, une mesure qui a fait l'objet de négociations intenses entre représentants des commerçants et la tutelle. La contribution professionnelle unique ou impôt sur le revenu et la taxe professionnelle sont regroupés en une seule taxe ou un seul impôt au lieu du régime forfaitaire largement appliqué parmi les commerçants. Il s'agit aussi d'y intégrer l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique sera avec nous. Nous ferons le point sur les détails de cette réforme majeure, ses bénéficiaires et son application donc avec Abdelwahd Rahal. Et ce, bien sûr, en attendant naturellement que cette réforme soit adoptée avec ou sans changement par les députés puisque le PLF 2021 a été déposé, rappelons-le, au Parlement donc lundi. Ensuite, notre second invité nous expliquera le vrai du faux autour de cette polémique sur le riz contaminé et aussi sur les mesures de retrait de certains pesticides ainsi que des entreprises agroalimentaires sans agrément. Docteur Abdelhani Aziz représentera l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Bienvenue à tous. Et dans le cadre de notre traitement dans l'émission Question Éco des différentes réformes et mesures proposées dans le PLF 2021, zoom aujourd'hui sur le commerce et arrêt sur la contribution professionnelle unique, la CPU, qui remplace le régime forfaitaire largement répandu parmi les commerçants. Et avant d'établir le contact avec notre premier invité, je vous laisse avec ce papier où Ala Abnani plante le décor. Le sens de solidarité renforcé lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 sera consolidé à travers l'adoption d'une contribution de solidarité sur les bénéfices et revenus. Ce sont les mots de Mohamed Ben Chaboun, le ministre de l'Économie et des Finances, lors de sa présentation du projet de loi de finances 2021 devant les deux chambres du Parlement. Le secteur du commerce et de la distribution concerné par ce nouvel impôt représente, rappelons-le, 13% de la population active, soit 1,56 millions de personnes. Il est le deuxième contributeur à la création d'emplois après l'agriculture et a généré 84,2 milliards de dirhams de valeur ajoutée en 2017 et 8% du PIB national. C'est dire l'importance de ce secteur. Avec nous depuis Rabat, le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Bonsoir Abdelwahd Rahal. Bonsoir madame. Concrètement, que propose le ministère du Commerce dans le cadre de la contribution professionnelle unique, donc qui figure dans ce projet de loi de finances 2021 ? Alors, je tiens tout d'abord, madame, à vous remercier pour l'invitation et également pour le choix de la thématique. Et si vous permettez, je vais juste rappeler un peu le contexte de la mise en place de cette réforme de la contribution professionnelle unique. C'est qu'il s'inscrit dans une logique d'application stricte des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans ces deux derniers discours. Et également, c'est une recommandation forte des commerçants manifestée lors des assises, je dirais, du Forum des commerces, et qui a été recommandé fortement de la mise en place de la CPU. Mmh. Donc concrètement, sur quel concept et base repose cette CPU ? Alors concrètement, la CPU, c'est un régime fiscal qui remplace le régime actuel, ce qu'on appelle les forfaitaires, et c'est un régime qui va regrouper en quelque sorte le revenu, l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et les services communaux, donc les taxes communaux. Donc la CPU va regrouper ces trois taxes et donc le commerçant, on va dire de cette catégorie-là, va payer un seul impôt et qui intègre également la couverture médicale. Très bien, mais alors justement, en parlant de ce commerçant, pourquoi un commerçant optera-t-il pour un seul et unique impôt ? Qu'est-ce qu'il y gagne finalement ? Alors qu'est-ce qu'il gagne ? Aujourd'hui, l'originalité de la CPU, c'est que ça va permettre aux commerçants, à sa famille, et on va dire son conjoint et ses enfants, de bénéficier de la couverture médicale. Et cette couverture médicale donne une importance particulière, surtout dans son contexte, je dirais, de crise sanitaire.
Donc l'important, c'est de faire bénéficier les commerçants d'une population à revenus, je dirais, modestes, d'une couverture médicale. Oui, alors, si on parlait chiffres à présent, que représente exactement cette contribution professionnelle unique en termes d'apport justement de ce commerçant dedans? Alors, pour être tout à fait concret, aujourd'hui, les forfaitaires payent trois impôts, on va dire, trois taxes. Alors, l'impôt sur le revenu, la taxe professionnelle et les taxes sur les services communaux. Oui. Aujourd'hui, il va payer un seul impôt et cet impôt-là, il y aurait un complément pour couvrir la couverture médicale. Et on va dire, avec la CPE aujourd'hui, le commerçant forfaitaire, il va passer au régime, je dirais, de la CPE et il va bénéficier un seul impôt et faire bénéficier, je dirais, sa famille et ses enfants, on va dire, de la couverture médicale. Donc, en fait, ça répond à deux objectifs. Je dirais, le rassemblement des taxes, au lieu de payer plusieurs taxes, il va payer un seul impôt. Et la deuxième chose, il aura le bénéfice de régime, je dirais, de la couverture médicale. Et en termes de taux, combien représente cet impôt, Monsieur Rahal? Alors, pour l'impôt, on va dire que ce chantier-là, nous avons mené ce chantier en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Je parle un peu des ministères concernés, le ministère des Finances à travers la Direction générale des impôts, le ministère de l'Emploi, du Travail, la CNSS, les associations et syndicats des commerçants et les chambres de commerce. Donc, c'est une concertation élargie et qui a fait qu'on a tenu en compte un peu, disons, de revenus de chaque catégorie et on est arrivé à un accord, je dirais, qui formalise un peu le deal que nous avons convenu et que, bien entendu, le projet de la loi de finances 2021 a repris fidèlement l'accord que nous avons convenu ensemble. Très bien. Donc, alors, avant de parler chiffres et combien paierait un épicier, par exemple, qui fait un temps de chiffre d'affaires, je voudrais revenir justement sur cet accord qui a été trouvé après de longues négociations. Les négociations ont duré combien de temps déjà, il faut dire que disons, cet accord-là a pris beaucoup de temps. C'est pas facile de gérer l'ensemble des parties prenantes. Il y a les institutionnels, je parle du ministère, des départements ministériels, mais également des commerçants qui sont représentés soit par des syndicats, soit par les chambres de commerce. Donc ça a pris beaucoup de temps et c'était des discussions, je dirais, très dures donc pour arriver à un deal. Mais alhamdoulilah, on est arrivé avec la volonté de tout le monde pour répondre favorablement à un besoin, je dirais, pressant pour mettre en place, je dirais, la couverture médicale. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, tout le monde est aligné sur un accord que nous avons reflété fidèlement dans le projet de loi de finances 2021. D'accord. Alors, il n'y a pas de retour en vue à la table des négociations, comme ça a été stipulé dans l'un des articles parus aujourd'hui, qui justement reprend la position de certains représentants des commerçants qui n'étaient pas d'accord avec cette mouture finale qui a été présentée dans le projet de loi de finances 2021. Alors, si vous permettez, je pense qu'il s'agit plutôt d'une incompréhension, je dirais, de la lecture des contenus, mais ce que je pourrais vous confirmer, que l'accord que nous avons convenu avec les parties prenantes est repris fidèlement. Et d'ailleurs, vous pouvez s'adresser aux syndicats, ils vont vous dire la même chose. Peut-être qu'il y avait une... C'est fait. Encore une fois, parlons chiffres. Donc, le ministère, bien sûr, en collaboration avec toutes les parties prenantes, a mis en place un barème. Est-ce que vous pouvez nous en parler en détail et notamment avec des chiffres, par exemple, qui concernent chacun des secteurs d'activité ou chaque profession concernée? Alors, juste pour rappeler que compte tenu de son importance et de son impact, je dirais, sur la vie, je dirais, des commerçants, le ministre Moulay Hafid Al-Alami a piloté personnellement cet accord-là et qui reprend, je dirais, qui reprend en considération, qui prend en compte en considération, disons, chaque catégorie. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez un peu le régime forfaitaire, donc il est réparti en catégories
et chaque catégorie, il a un impôt à payer. Donc, nous avons respecté le barème actuel, je dirais, au niveau de la Direction générale des impôts. Et à ce chiffre-là, qui regroupe, je dirais, la taxe professionnelle, l'impôt sur le revenu et les taxes sur services communaux, on rajoute un petit additionnel qui couvrira, je dirais, le tout, donnera l'accès, je dirais, à la couverture médicale des commerçants. Aujourd'hui, le commerçant paye un seul impôt et dans cet impôt-là, il a le droit à l'accès à la couverture médicale à lui-même et à sa famille, conjoint et enfants. Et c'est combien en termes de taux d'imposition sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice d'ailleurs? Alors, le barème, il est repris dans le projet de loi de finances 2021, mais je pourrais vous donner, par exemple, un exemple. Oui. C'est-à-dire que la tranche, par exemple, qui paye moins de 500 dirhams, je dirais, comme, droit, il va payer un additionnel de 300 dirhams sur 3 mois par trimestre. C'est-à-dire que sur l'année, il va payer 1200 dirhams. Et avec ça, il a la couverture médicale également. Il paye ses taxes et la couverture médicale. Très bien. Dernière question, Abdelwahed Rahal, directeur général donc, du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce. Comment le ministère s'organise-t-il pour mener à bien cette opération en connaissant le nombre important de bénéficiaires potentiels? Alors, je vais vous dire que c'est un chantier important. C'est un chantier qui mérite, je dirais, une attention particulière parce que les directives, les orientations de Sa Majesté sont très claires là-dessus. Il y a une mobilisation, je dirais, forte de l'ensemble des parties prenantes. Et j'entends par les parties prenantes, le ministère, bien sûr, en tant que ministère de tutelle, la Direction générale des impôts, les chambres, les associations des commerçants, la CNSS et le département de travail. Donc, il y a tout un travail en comité sur lequel nous penchons, je dirais, de manière régulière pour mettre en place les mécanismes de mise en œuvre dès que la couverture, la contribution professionnelle unique est mise en place. Et je dirais, à partir du 1er janvier 2021, nous serons capables, Inch'Allah, de mettre en œuvre la CPE. Si toutefois elle est votée sans changement au Parlement, on rappellera bien sûr que ce projet de loi de finances qui comporte cette contribution professionnelle unique a été déposé, donc et fera bien sûr l'objet de débats avant le vote de toutes les mesures qu'il propose. Merci beaucoup Abdelwahed Rahal du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. L'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, vient de retirer tout récemment 5 matières actives du marché qui sont le plus souvent présentes dans des pesticides et insecticides qui, on le rappellera jamais assez, constituent bien sûr un danger pour la santé des consommateurs. Ala Benani, les détails. Le chlorpyriphosméthyle, le linuran, l'étoprophos et le propineb. Ce sont bien les noms des 5 substances actives présentes dans des pesticides en vente au Maroc. Ils font partie désormais de la liste noire de l'ONSA. Leur utilisation dans les champs pour lutter contre les parasites et les champignons est désormais interdite, car nocive pour la santé des consommateurs. Le délai de grâce pour la distribution prendra fin le 10 février 2021. L'ONSA établit chaque année la liste des substances actives et pesticides qui font l'objet de réévaluation. L'Office a également lancé le registre phytosanitaire pour les produits végétaux, devant permettre une meilleure traçabilité. Entre 2018 et 2020, 15 matières actives ont été retirées du marché marocain et d'ici mars prochain, 10 autres seront réexaminées. Et pour représenter l'ONSA ce soir avec nous, professeur Abdelghani Azi depuis Rabat. Bonsoir professeur Azi. Bonsoir madame et merci de l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Avant d'évoquer avec vous cette question des matières donc retirées, notamment qui se composent, n'est-ce pas, les pesticides et autres insecticides, parlez-nous d'abord de cette polémique autour de l'alerte sur le riz contaminé. Est-ce vrai ou faux ? En fait, tout à fait. Dernièrement, l'ONSA a reçu une saisine de la part de la Fédération marocaine de la défense des droits des consommateurs au sujet du risque de commercialisation du riz contaminé par l'arsenic.
tout de suite, d'une manière très urgente, l'ONSA a effectué un échantillonnage élargi au niveau national de l'ensemble du riz commercialisé. Et suite aux investigations analytiques, il s'est avéré que l'ensemble du riz commercialisé sur le territoire national, il est conforme et répond aux normes et n'est pas contaminé par l'arsenic. Et là, à ce titre, je voudrais aussi rassurer le consommateur pour le rapprocher comment il se passe le contrôle au niveau des frontières. Aucun produit alimentaire ne peut être admis sur le marché national s'il ne subit pas un certain nombre de contrôles. Parmi les contrôles, c'est le contrôle documentaire et suivi du contrôle d'identité pour voir est-ce que le document correspond au produit. Et en troisième lieu, il y a le contrôle analytique, contrôle physique et le contrôle analytique de laboratoire pour s'assurer de la conformité. On contrôle un certain nombre de paramètres, dont les contaminants de l'environnement, par exemple, qui est l'arsenic. Donc, il y a un contrôle sévère et toutes les matières ou tous les produits admis sur le marché passent par ce contrôle. Et n'oubliez pas aussi que nous importons les produits à partir de pays après une évaluation de risque. Et nous avons tout un système qui travaille en harmonie pour que les produits importés soient des produits conformes et ne présentent pas de risque pour le consommateur. Très bien. Alors, revenons à présent à ces matières, n'est-ce pas, qui ont été interdites et qui sont présentes dans les pesticides. Pouvez-vous nous fournir plus de détails sur ces retraits ? Effectivement, madame, le fait de retirer les pesticides du marché, ce n'est pas une chose nouvelle pour l'ONSA et aussi pour les instances internationales. D'abord, c'est tous les pesticides qui sont autorisés, il y a une commission de révision. Nous avons au Maroc une commission mixte pesticides qui fait la révision pour évaluer le risque des pesticides qui sont autorisés et aussi pour voir à la lumière des évaluations scientifiques dans d'autres pays et ailleurs. Et il y a ce retrait. Au Maroc, ces 3 dernières années, nous avons retiré 15 matières actives, soit l'équivalent de 76 pesticides. Et déjà, nous avons programmé 10 autres matières actives pour le premier trimestre 2021 et 10 autres matières aussi pour le deuxième trimestre 2021. Donc, c'est un travail qui est continu et c'est un veille permanent des services de l'ONSA. Et là, je voudrais quand même souligner que nous avons des experts au niveau de l'ONSA, que tous les pesticides qui sont autorisés sur le marché passent par un crible, un contrôle très rigoureux pour que les produits commercialisés soient des produits qui répondent aux exigences requises. Oui, alors vous parlez de ces contrôles. Je voudrais à présent évoquer avec vous justement la vente de ces pesticides. Est-elle réglementée ? Est-ce que les agriculteurs sont-ils aptes de choisir le bon pesticide et surtout le bon dosage ? Parce que, in fine, il s'agit aussi d'une question de dosage. Y a-t-il un contrôle là-dessus ? Sur la vente de ces pesticides. Oui. Tout à fait. Les pesticides sont réglementés avec leur commercialisation et leur mise sur le marché commercialisée par la loi 42/95. Il exige à ce que tous les produits, les pesticides importés, tous les importateurs de pesticides soient agréés par les services de contrôle qui est l'ONSA. Nous avons actuellement 85 importateurs qui sont agréés par l'ONSA pour l'importation et la commercialisation de pesticides. Nous avons aussi 18 conditionneurs de pesticides qui sont autorisés par l'ONSA. Et cette année aussi, nous avons enregistré plus de 800 vendeurs de pesticides. Et là, je voudrais m'arrêter sur ce point pour vous dire que l'ensemble, tout le circuit de commercialisation des pesticides, il est tracé actuellement. Et par exemple, si l'importateur importe un pesticide qui est homologué par l'ONSA et le commercialise en dehors de ce circuit, son autorisation ou bien son agrément se trouve retiré. Il ne pourra jamais importer de pesticides. Aussi, nous avons, concernant l'utilisation du pesticide, comme pour les médicaments et d'ailleurs, il faut aussi, on doit respecter la dose. On doit respecter Absolument. aussi l'espèce de plante auquel elle est destinée. Et aussi, on doit aussi respecter le délai avant récolte. Ça, c'est très important. Ce sont les paramètres sur lesquels on base sur une bonne pratique d'utilisation des pesticides. Et l'on s'appelle à contrôler ces pratiques. Alors, contrôler aussi les produits agricoles qui se trouvent sur les étals des marchés, sont-ils contrôlés ? Quelle traçabilité pour ces produits ? En l'occurrence, je ne citerai que l'exemple de la menthe, largement bien sûr consommée dans les foyers marocains.
Tout à fait, madame. Nous avons, au niveau de l'ONSA, je voudrais quand même vous rappeler, c'est un dossier prioritaire parmi les dossiers sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied dans le contexte actuel. Nous avons un certain nombre de plans de contrôle et de surveillance des produits qui sont commercialisés sur le marché. Lorsqu'on dit plan de contrôle, ça veut dire on fait un échantillonnage de produits, différents types de produits alimentaires, dont les végétaux, et parmi les objectifs, c'est de rechercher la conformité et le respect des bonnes pratiques agricoles. Si le respect n'est pas observé, il y a une réaction et on réagit rapidement pour intercepter le produit et pour éviter que le produit arrive chez le consommateur. Effectivement, la traçabilité n'est pas parfaite à 100%. Nous avons dans le cadre de la commercialisation de certains produits agricoles au niveau du marché de gros, nous travaillons avec les départements concernés pour améliorer sa traçabilité, pour cerner le secteur. Revenons à présent à ces entreprises agroalimentaires sans agrément sanitaire. C'est une initiative donc de l'ONSA qui date à peu près 1 an. Quel bilan depuis son lancement ? Ce que je voudrais vous dire que l'ONSA a fait une enquête au niveau national pour voir s'il y a lieu des établissements qui continuent qui opèrent sans qu'ils soient agréés, autorisés. Nous avons quand même intercepté certains ateliers de petite taille qui ne sont pas encore autorisés par l'ONSA. Nous avons fait un rapprochement avec ces établissements et sont invités pour se conformer dans les meilleurs délais. Et donc, il y a un travail aussi, les services compétents de l'ONSA au niveau régional que je remercie, donc ils sont travaillés de près avec ces ateliers pour qu'ils se conforment le plus rapidement possible. Sinon, en cas d'impossibilité de se conformer ou de difficulté de se conformer, ces établissements doivent arrêter leur activité pour éviter la commercialisation de produits non conformes. Et quid de l'informel alors ? Non, ce n'est pas de l'informel, mais ce sont des établissements qui s'inscrivent dans une logique et les services de l'ONSA se rapprochent d'eux pour quand même les éclairer sur les bonnes pistes pour qu'ils soient agréés. Mais pour tout ce qui est informel, comme vous le savez, la loi 2807 sur la sécurité sanitaire de produits alimentaires, elle bannit ces produits. Et une fois ces produits sont sur le marché, ils sont retirés, saisis, et le détenteur est verbalisé. Très bien, je voudrais terminer avec vous, professeur Zdi, par le contexte, n'est-ce pas, de pandémie que nous sommes en train de traverser. Est-ce que, à cause justement de cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'ONSA a intensifié ses opérations de contrôle, notamment sur certains produits qui sont largement consommés pendant cette période. Je citerai là, par exemple, l'exemple des gels hydroalcooliques. Non, il faut quand même qu'on différencie deux choses. Les gels hydroalcooliques commercialisés qui sont utilisés pour la désinfection, soit au niveau des ménages, soit au niveau dans les endroits publics, ils ne relèvent pas de l'autorisation de l'ONSA. L'ONSA, il a des missions bien précises, c'est le contrôle des produits alimentaires et aussi la protection de la santé animale, de la santé végétale, le contrôle des intrants agricoles, un certain nombre de produits qui sont en relation avec le consommateur. Est-ce que dans le cadre justement du contexte de pandémie que nous sommes en train de vivre, l'ONSA a intensifié ses opérations, notamment pour les produits à forte consommation ? Tout à fait. L'ONSA, je ne vous cache pas que les sorties de contrôle de l'ONSA ont augmenté notablement pendant la période de Covid. Et là, si je vous donne des chiffres, par exemple, nos services, par exemple, pour l'exercice d'une année, de l'année passée, ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait plus de 75 sorties de contrôle. Ils ont contrôlé plus de 13 millions de tonnes de produits alimentaires. Ils ont saisi plus de 17 000 tonnes de produits alimentaires improbables à consommation et nos services, ils ont établi plus de 2200 PV de constatation destinés aux procureurs pour jugement. Et aussi, nos services, ils ont contraint à l'importation plus de 8 millions de tonnes et ils ont refoulé plus de 11 000 tonnes de produits alimentaires non conformes à la réglementation en vigueur. Aussi, nos services, et en plus de ces contrôles des produits alimentaires, nos services aussi, et juste pour attirer votre attention, aussi que les services de l'ONSA veillent aussi sur la santé animale et la santé végétale. Ils ont fait le contrôle de plus de 61 000, par exemple, importations
plus de 70 000 têtes de bovins qui ont été apportées et plus de 65 000 plants pour des produits végétaux. Donc il y a un contrôle. Il y a le contrôle aussi des intrants agricoles. Les activités n'ont pas cessé et que les instructions ont été données au service pour intensifier au maximum le contrôle pour lutter contre toute pratique frauduleuse et aussi pour sécuriser au maximum le consommateur. Merci beaucoup, professeur Vani Azi de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, c'est tout pour Question Éco. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.